Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien, ça fait depuis quelques temps qu'on n'avait pas fait de vidéo sur la chaîne. On se retrouve pour faire un débrief des différents transferts. C'est le 6e point transfert, je crois, sur la chaîne de cette année 2024. Donc on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur ces 20 derniers jours, on va dire, du côté des transferts. Donc on va voir un petit peu qui a été recruté, qui n'a pas été recruté, enfin surtout voilà, qui a prolongé, qui a changé d'équipe, ce qui s'est passé dans le monde du cyclisme sur les 10 prochains jours. Encore une fois, la vidéo Pogacar va arriver un jour, il y a des vidéos qui arrivent, les top 10 aussi. Pour l'instant, il y a un petit peu de retard de ce côté-là, je pensais pas avoir autant de retard, mais voilà, pendant une dizaine de jours, j'ai pas pu faire grand-chose. Donc ça m'a un petit peu ralenti, mais ça va arriver, donc ça sera mois de novembre, mois de décembre, le biathlon, le Vendée Globe. Vendée Globe, à partir d'aujourd'hui, il y a une première vidéo de présentation d'une dizaine de concurrents, et puis il y aura samedi aussi 2 vidéos sur le Vendée Globe, comme ça on sera bien... Voilà, on a bien redémarré sur ce mois de novembre, parce qu'on a eu une petite pause hein, entre octobre et novembre, donc là ça va repartir. À 100%. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire quel transfert vous intéresse, quel transfert vous plaît pas vraiment, et puis si vous avez des compléments d'informations à apporter par rapport à ce que je dis, parce que tous les coureurs dont je vais parler, je ne les connais pas forcément. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thank. La deuxième solution pour me soutenir, c'est de rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et plus vous cliquez rapidement sur une notification sur une miniature, plus la vidéo est mise en avant par l'algorithme de YouTube. On commence tout de suite avec les recrutements. Premier recrutement du jour, c'est Lars Kraps qui passe de Flanders Baloise à la Lotto. C'était l'un des rares talents qui était chez Flanders Baloise, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué pour cette formation depuis 2 ans. Elle a du mal à attirer les meilleurs éléments, hein, tout simplement. Et c'est vrai que donc le recrutement de Lars Kraps, ça peut être pas mal pour la Lotto, dans l'idée d'attirer des gens pour les sprints, pour les classiques. Contrat de 2 ans, hein, 2025-2026, pour un coureur qui était passé également par l'équipe de développement de la Soudal, mais qui n'avait pas ensuite été dans l'équipe numéro 1 de la Soudal Quick Step. Coureur qui fait également un petit peu de gravel, il était notamment au championnat du monde. Parmi les résultats notables de ce coureur, une 7e place sur l'Arctic Race of Norway lors de l'étape numéro 3. On a eu également une 12e place au championnat de Belgique du contre-la-montre, 11e du dernier tour de République tchèque, 18e du tour de Norvège et 19e du tour de Hongrie au niveau des classements généraux. Il a eu également une 7e place sur le Tour d'Alsace, donc il a aussi quelques talents au niveau grimpeur. Je pense que la Lotto l'a recruté peut-être également en tant qu'équipier. C'est vraiment ça qui a été l'idée. Il avait pris une 6e place l'année dernière sur le Tour de l'Avenir, sur une étape du Tour de l'Avenir. Et 3e du contre-la-montre entre les Soudan et Vatan, c'était un contre-la-montre par équipe, mais voilà, 6e, c'était à Évaux-les-Bains, c'était dans une échappée je crois, hein. Je vérifie ça tout de suite. C'était dans le peloton. Il avait fini juste derrière Le Cerf, dans une étape qui avait été remplacée par Fabio Cresten devant Isaac Del Toro. On a retrouvé un haut niveau de cette année du côté de la UAE Team Emirates. Deuxième coureur de cette liste, Robedont, qui a un contrat jusqu'en 2027 avec la DSM. Coureur Robidont, pour le moment, pas grand chose à se mettre sous la dent, à part sur l'Alpe Isère Tour où il a pris la 12e place du général, 3e de l'étape de Roussillon sur cette course, et puis 5e des championnats de Belgique, espoir du contre-la-montre, mais sinon il n'y a pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent du côté de Robidont. Voilà, il avait fini 8e du classement des jeunes du Tour des Alpes avec la DSM déjà. Il avait fait une autre course avec la DSM, c'était en 2023 où il avait fait la Fon Drome Classic. C'est un coureur qui a assez peu de références hein, jusqu'à maintenant. Pour tout vous dire, cette année, j'ai moi 33 jours de course. L'année d'avant, en 2023, j'en avais que 4 jours de course. Et en 2022, 22. C'était pas beaucoup mieux. Alors en 2022, il avait... fini 14e de l'Ain, Bugey, Valromey, Tours, et puis il avait fini 8e du
Tour du Pays de Vaud, également 7e du Grand Prix du Luxembourg, 4e des championnats d'Europe. Donc à l'époque, il était junior. Il avait fini à 5e du contre-la-montre par équipe du côté du Portugal à l'époque. Voilà, pour Robbie Dont, donc, qui aura un contrat quand même de 3 ans. Alors, c'est toujours la grande question avec DSM parce que ils misent sur beaucoup de coureurs jeunes. Bon, ils ont cette faculté à amener les jeunes au haut niveau. Hein. C'est vrai qu'on l'a vu, même Max Poole, Oscar Onley, ils ont la force de trouver des pépites, mais parfois ils se plantent. Là, je trouve que c'est quand même un gros risque de lui avoir mis un contrat de 3 ans. Donc, est-ce qu'il croit vraiment en lui? Bon, après, c'est eux qui l'ont eu en interne dans l'équipe de développement. Donc, ça, c'est à voir du côté de ce jeune coureur belge, voilà, qui a 20 ans. Autre coureur qui monte dans l'équipe 1, c'est Nicolas Marceroux. Il était dans l'équipe Vendée U, il monte à la Total Energy. Il était stagiaire depuis août 2024. Il a donc su récolter un contrat. Troisième du trophée des champions dans les épreuves nationales, deuxième du Grand Prix de Fougères. Et puis cette année, il était sur le Tour of Tay ou Lake, par exemple, ou la Sparkassen Musterland Giro. Voilà, du côté des résultats, troisième du circuit des 2 provinces également dans les épreuves nationales françaises. Donc on verra si ça se passe bien du côté de la catégorie élite, parce que parfois entre le championnat de France amateur et la catégorie élite, il y a parfois un monde et c'est pas toujours simple. Donc on verra comment ça se passera pour lui en 2025, Nicolas Marceroux. Nicolas sans S, ce qui est assez rare au niveau de la France. Un coureur qui a réussi à trouver encore une équipe World Tour qu'il veut. Ce qui est assez surprenant, c'est Gianni Moscon. Vraiment, Gianni Moscon, chez Astana, ça a été très compliqué. Il avait fini en fanfare chez Ineos en 2020, Paris-Roubaix, où il crève, alors qu'il est en tête de la course. On lui change de vélo, sauf que c'est un vélo qui n'est pas avec les bonnes pressions de pneus. C'est donc du grand n'importe quoi. Il se fait reprendre par le groupe où il y a Sonny Colbrelli. À la fin, c'est Colbrelli qui la gagne. Gianni Moscon est le grand perdant de la journée, parce qu'il avait une belle avance. Il avait 30-40 secondes d'avance à ce moment-là. Et depuis... ça s'est un petit peu éteint pour Gianni Moscon, parce que chez Sky, chez Ineos, c'était quand même un coureur qui avait une très bonne pointe de vitesse, un peu à la Corbin Strong dans des sprints assez atypiques en boss. C'est un coureur qui arrivait vraiment à faire des très bons résultats et parfois même à gagner des courses par étapes, aussi sur un profil à la Ethan Etter par exemple, du côté de la Sky. Et chez Ineos, sa saison chez Astana 2022-2023, que dalle, mais vraiment en termes de résultats, c'est le néant. Et puis chez Soudal Quickstep, le début de saison, on l'a vu en tant qu'équipier, on l'a pas mal vu sur les classiques. De là à dire que c'était excellent, faut quand même pas déconner non plus. Et ensuite, moi je l'ai pas vu sur le reste de la saison. Il a fait le Tour de France. Je n'ai aucun souvenir de son Tour de France. Alors il a peut-être récupéré beaucoup de bidons pour Remco Evenepoel, mais j'ai pas eu le sentiment qu'il avait fait une grande course. Et puis après, Tour de Grande-Bretagne, Tour de Luxembourg, il a arrêté au Tour de Luxembourg. Ça m'a pas marqué non plus son Tour de Luxembourg. Donc de là à le voir aller chez Red Bull, Bora Hansgrohe, qui a quand même recruté à tour de bras des très bons coureurs, je me dis, je sais pas comment il a réussi, mais c'est comme Bob Wingle. C'est des mecs qui doivent avoir des très bons agents pour réussir à leur trouver des contrats comme ça. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, à pas se mentir, pour moi, ça a jamais... Enfin voilà, ça fait depuis 3-4 ans qu'il n'a pas de grands résultats, Gianni Moscon. Il a quand même 30 ans en plus. Donc voilà, pas de résultat à 30 ans, c'est assez surprenant. Max Walker, lui, rejoint l'AEF alors qu'il était dans la réserve Astana. C'est pas une bonne nouvelle pour Astana de ne pas réussir à l'avoir conservé, mais en même temps, Astana va pas rester en World Tour, sauf miracle, et je pense qu'au bout d'un moment, ça a fait pencher la balance pour un coureur qui avait été recruté seulement en février par l'équipe Astana Développement. Il était passé chez Trinity pendant 4 ans, parce qu'il avait fait partie de l'équipe amateur, puis de l'équipe professionnelle entre 2021 et 2023. Début février, il quitte Saint-Piron pour aller chez Astana.
En termes de résultats, il y a eu des choses pas mal, mais sur des courses où il n'y a pas forcément une grosse opposition. Cinquième du Grand Prix de Rhodes, quand même. 17e du Grand Prix Adria Mobile. Et puis après, c'est surtout sur le Tour du Japon où il a remporté 2 étapes. Il a fini deuxième du ZLM Tour. Ça, c'était la belle performance en prenant la quatrième place de la première étape. Deuxième des championnats de Grande-Bretagne du contre-la-montre. Troisième de la course en ligne. Vainqueur également du contre-la-montre de Sibiu Cycling Tour. Dernière course, c'était sur le Tour de Grande-Bretagne. Voilà, donc pour un coureur plutôt spécialiste du contre-la-montre jusqu'à maintenant, Max Walker. Donc ça peut être intéressant pour EF qui a perdu Bissegger. Donc qui reprend ce coureur britannique. Et puis je pense que Britannique a dû faire un petit peu de la piste. Donc ça peut être intéressant peut-être pour placer des coureurs dans les sprints. On verra ça du côté de Astana. Parce que c'est vrai qu'on nous dit même qu'il voudrait faire prolonger Cavendish d'une année encore supplémentaire. Bon, je suis pas sûr qu'il y ait un intérêt énorme en termes de points UCI. Pour moi, ils sont déjà trop loin pour aller chercher la qualif. Et Mark Cavendish, à part sa victoire sur le Tour de France, qui a été exceptionnelle, la première partie de saison avait quand même été très compliquée. Il ne faut pas l'oublier. Parmi les recrues d'Astana, Clément Champoussin, qui a cassé son contrat avec Arkea. Il avait encore un an de contrat. Mais bon, avec Arkea qui va pas rester en World Tour, Astana non plus, en passant. Mais Arkea, ça va être compliqué d'aller en World Tour. Et des inquiétudes au niveau financement chez Arkea, d'où un recrutement qui n'est pas exceptionnel pour le moment. Contrat de 2 ans avec Astana, les intérêts, là c'est plus je pense un intérêt financier du côté de Clément Champoussin parce que bon, entre Arkea et Astana, tu gagnes pas vraiment en termes de standing d'équipe, donc je pense qu'il y avait un intérêt financier. Pour Clément Champoussin, c'est compliqué, Champoussin, son passage chez Arkea. La première année n'était pas bonne, la deuxième année était un petit peu meilleure, mais ça reste quand même loin du Champoussin de AG2R de 2021 déjà. Qui avait remporté une étape sur la Vuelta. On est quand même loin du Champoussin de cette année-là. Il avait eu déjà une dernière année chez AG2R qui avait été très compliquée. Bon, chez Arkea, la première année pas bonne, la deuxième année un petit peu meilleure. Ça reste quand même loin des espérances que pouvait avoir l'équipe, je pense, sur Clément Champoussin. Donc on verra s'il arrive à relever la tête du côté d'Astana, mais ça pourrait être un bon équipier pour Fortunato notamment. Dans cette formation. Du côté par contre de Arkea, on recrute Léandre Lozoué qui était dans l'équipe réserve. Alors Léandre Lozoué, pas un mauvais... oui, parce que je regardais Champoussin cette année. Il y a quand même des troisièmes places, deuxième de Getcho, troisième du Grand Prix de Wallonie, deuxième de l'Arctic Race of Norway. On le voit maintenant plus dans un rôle de puncher que dans un rôle de grimpeur, Champoussin. Au départ, on s'attendait plutôt à le voir grimpeur, et c'est plus un puncher au final, Clément Champoussin. Mais c'est vrai, 681 points UCI, c'est quand même pas une bonne nouvelle pour Arkea. Parce qu'il a apporté des points, et il n'y en a pas 150 comme ça dans l'équipe qui ont été en capacité de les faire. Parce que si on regarde sur les points UCI, je pense que ça doit être le 6e marqueur de points, derrière Venturini, Birmans, Albanese, Vauclin et Mozzato. Mozzato avec sa deuxième place sur le Tour des Flandres, qui avait marqué pas mal de points, mais il en a marqué plus qu'un Arnaud Démare ou qu'un Christian Rodriguez par exemple dans cette formation. Et Léandre Lozoué, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait fini 3e des championnats d'Europe dans cette échappée de costaud, vraiment une échappée de coureurs très solide avec notamment Niklas Behrens qui sera champion du monde quelques semaines après, et Huub Aert, le coureur néerlandais. Donc Léandre Lozoué qui avait fait une très bonne course chez les Espoirs, sur cette épreuve. Donc là, voilà, ça peut être un coureur qui peut apporter des choses dans les classiques. Coureur qui avait pris la 8e place sur le plateau d'Hauteville sur le Tour de l'Avenir, ou encore 6e d'une étape du Creuse-Braise Elite cette saison. 4e également d'une étape du Tour de Bretagne. Voilà pour la saison de Léandre Lozoué. Et 17e de Rund und Köln cette année également du côté de l'Allemagne avec l'équipe Arkea.
Donc c'est plutôt intéressant pour lui à 20 ans de progresser dans l'équipe 1. On poursuit avec les transferts. Le Cepeda, alors pas le coureur de l'AEF. Jefferson, l'autre, son cousin. C'est toujours compliqué avec les deux Cepeda. Donc l'Équatorien qui rejoint la Movistar, c'est une bonne recrue pour la Movistar. Surtout qu'ils ont quand même perdu Lascano. Donc c'est un coureur qui a un bon puncher. Cepeda. Voilà, qui était chez Cara Rural. Donc, bon, après, on sait que Cara Rural, hein, ça fait partie de ces équipes espagnoles qui, au bout d'un moment, ne peuvent pas s'aligner sur Movistar. Quand Movistar propose un contrat à un coureur hispanique, c'est compliqué de refuser. Sandy Dujardin, lui, qui prolonge d'une saison avec l'équipe Total Energy. Sandy Dujardin. Année marquée par sa blessure sur le Tour de France où il a été blessé au poignet, fracture du poignet, il a quand même voulu finir la saison, mais c'est vrai que son année 2024 est moins bonne que l'année 2023, on l'avait vu très performant au championnat d'Europe, notamment Sandy Dujardin. Là, sur 2024, bon, il a été 5e des championnats de France, Tour de France très compliqué. 2e de la route à Delhi de Vitré également sur les manches de Coupe de France. Mais c'est vrai que sur les grosses épreuves du calendrier français, ça a été plus compliqué. Après, c'était peut-être un coureur qui avait prévu également de faire les classiques flandriennes, et c'est vrai que ça a été le gros problème de son équipe qui a été peu invitée, Total Energy, et ça va peut-être pas s'arranger l'année prochaine. Donc bon, contrat d'1 an, peut-être qu'il n'y avait pas d'autres projets qui pouvaient l'intéresser. Sandy Dujardin, peut-être que d'autres équipes ne s'étaient pas véritablement manifestées. Coureur qui était passé par le Vendée U, donc voilà, qui a commencé chez Total Energy. Ça fait depuis donc 2022 qu'il est dans la structure, et 2021 si on compte son année au Vendée U. Avant, il était dans le club de Saint-Étienne, du côté des coureurs. Autre coureur qui prolonge, c'est Matteo Malucelli, le coureur de 31 ans, italien. Alors là aussi, c'est un petit peu une surprise parce que je pensais qu'il avait un contrat un petit peu plus long que ça chez JCL Team Ucchio, surtout que l'équipe devait... il y avait un projet de monter en 2e division chez JCL Team Ucchio. Bon, j'ai l'impression on ne sait pas trop où on va du côté du team japonais. Coureur qui va apporter des points à Astana, ça c'est clair et net. C'est un très bon coureur pour des courses 2-2, 2-1, quelques Pro Series s'il n'y a pas une grosse opposition sur les sprints. Dès qu'il y a un peu plus d'opposition sur les sprints, sur les grosses Pro Series, c'est pas un coureur qui te fera marquer des points sur les World Tour, c'est pas un coureur qui te fera marquer des points sur des grosses courses, mais encore une fois, sur les 2-1, les 2-2, ce genre de course, c'est un coureur intéressant. De toute manière, quand vous regardez ses victoires, c'est que sur des courses de ce niveau-là. Tour de Slovaquie, Tour de Bulgarie, Tour de Longaví cette année, il a remporté 3 étapes cette année sur le Tour de Longaví, une étape sur le Giro della Regione de Friuli Venezia, sur le Tour de Bulgarie qu'il a gagné cette année en remportant 3 autres victoires même sur cette course de 5 jours, vainqueur de 2 courses sur le Tour du Japon. Donc oui, non, il y a eu des résultats cette année, mais encore une fois, pour moi, c'est un coureur qui est limité sur les grosses courses. Après, on sait qu'Astana est quand même présent sur ces courses-là asiatiques. Donc c'est peut-être ce qui a intéressé cette formation. Voilà, coureur qui était passé en Continental chez China Glory après l'arrêt de Russe Vélo. Passé chez Androni, chez Cara Rural notamment dans sa carrière. Donc voilà, je m'attendais à ce qu'il reste peut-être un peu plus longtemps. Matteo Malucelli, passé également par la Bingo, là, mais il a rarement fait 2 années dans la même équipe, ce coureur. On poursuit avec les transferts de Marlène Reusser, oui, qui rejoint Movistar. Movistar qui a un petit peu du mal en termes de résultats cette année 2024. C'est vrai que du côté des équipes féminines, ça a été un petit peu compliqué. Donc Marlène Reusser qui vient un petit peu gonfler l'effectif de cette formation, qui quitte la SD Works. On va pas se mentir que ça fait depuis 2 ans que c'est un petit peu compliqué pour Marlène Reusser, qui cette année a été blessée très longuement, qui l'année dernière avait eu des coups de moins bien.
une dépression. Donc c'est vrai qu'elle a raté beaucoup d'objectifs en tant que spécialiste du contre-la-montre. Donc on va voir ce que ça va donner du côté de la Movistar. Et puis Oscar Zigart qui quitte l'équipe Liv Jayco pour rejoindre NG Insurance. L'équipe belge, Oscar Zigart, vous savez son problème, c'est qu'elle a très peu de technique sur un vélo et au bout d'un moment, ça a des conséquences. C'est une fille, même en échappée, elle roule 4 mètres derrière la fille de devant. Elle a du mal en fait à tenir les roues, ce qui lui coûte énormément d'énergie, même si elle a du talent. Encore une fois, Oscar Zigart, c'est une fille qui a du talent, notamment sur le contre-la-montre. Mais c'est vrai que sur les courses en ligne, c'est quand même très compliqué pour elle parce que elle a du mal à tenir les roues. Elle a un vrai déficit technique sur un vélo. Oscar Zigart, on ne va pas rappeler que c'est la compagne d'un vainqueur du Tour de France. Et puis on poursuit du côté des transferts. Après Oscar Zigart, et bien Rémi Cavagna, en parlant de spécialiste du contre-la-montre, bon, c'était un petit peu un secret de polichinelle. On en avait déjà parlé de la rumeur dans la vidéo précédente. Et bien, il rejoint la Groupama, contrat de 2 ans. La Groupama EDJ pour Rémi Cavagna qui a connu une saison catastrophique du côté de la Movistar. Mais en même temps, aller chez Movistar sans parler espagnol, ça reste pour moi encore une fois une énigme. Mal conseillé, je pense, Rémi Cavagna. Donc voilà, il rejoint la Groupama FDJ. Je pense qu'il y avait un petit complément de budget qu'a apporté Groupama. On sait que c'est un coureur qui peut avoir une importance pour placer des leaders dans des courses par étapes. Rémi Cavagna, je pense qu'il n'aura pas de souci à s'intégrer à la Groupama par rapport à l'état d'esprit Groupama, mais après sur le contre-la-montre, je pense que il aura l'avantage d'être avec Stefan Kung et donc de voir le vélo Vidier qui a l'air d'être intéressant dans ce domaine-là, qui a été mis au point, qui est continuellement mis au point même par Stefan Kung. Donc voilà, c'est un peu un profil à la Kung, mais avec moins de qualité sur les courses pavées que Stefan Kung. Ce qui fait la différence majeure entre les deux. Et je pense que Stefan Kung est légèrement meilleur en contre-la-montre que Rémi Cavagna. On poursuit du côté des recrutements avec Tadej Pogačar, prolongation du côté de Tadej Pogačar. Alors c'est pas un contrat à vie comme Wout van Aert, mais on en est quand même pas loin. Contrat jusqu'en 2030 pour Tadej Pogačar, donc c'est-à-dire encore 5 ans de contrat. Donc ça l'enverrait à 31, 32 ans quasiment, si le contrat va au bout. Enfin, je vois pas pourquoi il irait pas au bout du côté de Tadej Pogačar. Mais voilà, donc contrat longue durée. Après, il faut espérer pour la UAE qu'il ne se blesse pas, parce que Egan Bernal, il avait renouvelé, et puis ensuite il s'était blessé. Et voilà, et Ineos se retrouve en difficulté à cause de ce contrat de Egan Bernal. Donc UAE a quand même plus de budget que Ineos, mais c'est vrai qu'il ne faudrait pas que ça arrive, parce que je pense qu'il a un contrat mirobolant, Tadej Pogačar, pour avoir décidé de continuer avec l'équipe Emirati jusqu'en 2030. On poursuit avec les autres recrutements. Eh bien, on a Samuele Battistella qui rejoint l'AEF. Ça, c'est un petit peu une surprise, alors que Astana a fait un gros recrutement. On s'attendait plutôt à ce qu'ils arrivent à conserver leurs stars, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup des stars du côté de cette formation. Eh bien, ce n'est pas le cas. Voilà, Samuele Battistella qui rejoint l'AEF. Bon puncher, bon attaquant. Il remplace peut-être Bettiol un petit peu dans ce registre-là, même si Battistella sur les pavés, c'est pas ça, mais c'est un coureur qui est très bon puncher. Jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'il avait du mal un petit peu à trouver... Puis il n'était pas forcément hyper bien entouré non plus chez Astana, donc peut-être que ça sera un coureur qui va vraiment développer son talent chez EF. Pas mal de recrutements pas mal de prolongations du côté de la Total Energy, comme vous le voyez, avec Steve Kras qui prolonge d'1 an. On nous disait Steve Kras à la Lotto, ça a été une rumeur pendant très longtemps. Bon, au final, Steve Kras reste chez Total Energy, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour Total Energy, parce qu'on sait que c'est un coureur de talent, même s'il a fait partie de la blessure, de la grosse chute du Tour du Pays Basque. Eh bien, c'est quand même un coureur très talentueux, et bon, on verra maintenant si, avec une vraie préparation hivernale, c'est quand même un coureur qui tombe souvent. Ça, c'est un petit peu le problème de Steve Kras. Alors, c'est pas toujours de sa faute,
là aussi, mais bon, il tombe souvent. Et c'est peut-être ce qui a fait peur à la loto, parce que je pense que Steph Kras, c'est pas non plus un petit salaire. Alors, c'est pas un salaire à 1 million d'euros, hein, mais ça doit être un salaire au moins à, je pense, vers 10 000 euros, je pense, voilà, par mois, Steph Kras. Donc, ça a peut-être fait peur un petit peu à la loto de se dire, bon, déjà, il y a eu la chute autour du Pays Basque, on sait pas trop comment il est revenu. Ensuite, le fait est que vous ayez voilà, un coureur qui tombe quelques fois, ça peut inquiéter. Et puis Lorenzo Manzin qui prolonge jusqu'en 2026, comme Jason Tesson. C'était pas fait hein, pour Jason Tesson, mais bon, il a réussi à prolonger. Malgré tout, on aimerait un petit peu plus de régularité dans les résultats pour le sprinter français, sprinter je crois angevin. Je crois qu'il est danger, Jason Tesson. Baptiste Plancart, lui, redescend en continental chez Van Rysel pour un contrat d'1 an. Il était chez Intermarché, pas de grands résultats chez Intermarché cette saison pour Baptiste Plancart qui a 36 ans, qui était déjà allé chez Roubaix Lille Métropole. À l'époque, il n'y avait pas le sponsor Van Rysel. C'était en 2014 et 2015, je crois, de mémoire, pour Baptiste Plancart. Donc là, il va poursuivre désormais bien chez Van Rysel, et ça va être un coureur qui va être intéressant pour encadrer les jeunes pousses de cette formation, parce que c'est vrai qu'ils ont perdu Samuel Leroux qui a rejoint notamment la Total Energy, donc ça va peut-être permettre à cette formation d'avoir voilà, un cadre dans l'équipe qui connaît le haut niveau. Lui aussi, hein, Baptiste Plancart, il a pas mal bourlingué, passé chez Bingo, passé chez l'équipe de Zakharine, chez Katusha, voilà, donc voilà, il a fait, et Lambeau Crédit également au tout début de carrière, donc il a fait énormément de structures différentes. D'autres transferts, alors Jarkko Enninen, le Finlandais, qui redescend lui aussi en continental chez Nice Métropole. Ça reste un peu une énigme, hein. On parlait de Lilian Calmejane, mais ça fait partie un petit peu des énigmes du cyclisme, hein, Jarkko Enninen. Troisième d'un championnat du monde espoir, je crois me rappeler. Et il n'y a pas eu de résultat depuis. C'est assez dingue. Pas mauvais chez les espoirs. Même si c'était pas le meilleur, hein, loin de là. Et depuis, que dalle chez les élites. Hein. C'est vraiment une énigme pour moi. Parce qu'on a vu des coureurs qui avaient du mal. Mais lui, c'est pas du mal, c'est aucun résultat jusqu'à maintenant. Donc là, il rejoint Nice Métropole, contrat d'1 an. Il va falloir obtenir des résultats parce que là, c'est un petit peu qui tout double. Hein. Sinon, il repartira en Finlande. Voilà, je pense que sinon ça sera compliqué pour lui. Ivan Sosa, là aussi, petite surprise, il rejoint Kern Pharma, il quitte l'équipe Movistar, contrat là aussi d'1 an. Du côté d'Ivan Sosa, c'est vrai qu'on s'attendait plutôt à ce qu'il reste en World Tour, mais peut-être que Kern Pharma déjà a récupéré l'argent de Pablo Castrillo. C'est peut-être un peu un échange de bons procédés. On t'envoie Pablo Castrillo, tu nous envoies Ivan Sosa, entre les deux équipes espagnoles, donc voilà, les Colombiens de 26 ans. Et puis Larry Warbase qui rejoint la Tudor. Ça, c'est une bonne nouvelle pour l'Américain. On sait que c'est un équipier de l'ombre, un petit peu Larry Warbase, mais toujours là pour faire le job. Donc voilà, il rejoint l'équipe suisse, et c'est un renfort intéressant pour cette équipe-là. Et puis, parmi les autres recrues, vous avez également Björn Kort. Alors, contrairement à ce que son nom pourrait faire croire, il n'est pas néerlandais, il est britannique, il est né à Leeds même. 5e d'une étape du Tour d'Alsace cette année. 9e de Liège-Bastogne-Liège, espoir 14e du général du Tour d'Alsace également, pour ce coureur qui était dans une formation amateur. Il était au CC Cup tout simplement, et il a rejoint il a eu un contrat de stagiaire chez DSM, et je pense que donc il a dû convaincre l'équipe de lui faire un contrat de 2 ans. Björn Kort, je ne sais même pas vraiment comment on doit le prononcer, vainqueur des boucles de l'Artois, voilà, cette année, comme coureur. On poursuit avec les recrutements, et on commence avec Tibor Del Grosso. Pas de surprise, hein, il rejoint
l'Alpecin de Koninck, le jeune coureur néerlandais qu'on a vu notamment au championnat du monde espoir, championnat d'Europe également. S'était fait un petit peu piéger sur la course des championnats d'Europe. C'est vrai que ça lui avait pas vraiment réussi. 7e d'une étape du Tour d'Allemagne cette année, vainqueur du classement de meilleur sprinter de l'Oberösterreich Rundfahrt, champion des Pays-Bas espoir, et puis troisième d'une étape de la course de la paix, deuxième d'une autre étape de cette même course, deuxième également d'une étape du Tour de Bretagne. Voilà pour Tibor Del Grosso, qui avait rejoint l'équipe de développement cette année. Il est passé par la Metec, notamment, qui a aussi une bonne structure chez les jeunes néerlandais, et donc 3 ans de contrat du côté de Alpecin pour ce jeune concurrent. On a également Gald Glivar. Lui, c'est un jeune coureur slovène qui était dans la réserve de la UAE, vainqueur notamment du Tour de Sarja cette année, et qui va rejoindre Alpecin également, et ça va faire une recrue de poids en montagne pour la Alpecin, parce que 3e du petit Tour de Lombardie, notamment cette année, 2e d'une étape du Tour de l'Avenir, c'était du côté de Ronchamp-Champagné. Il a fini 29e du Baby Giro en finissant 3e de l'étape de Saint-Vincent, vainqueur du Giro del Belvedere également cette année, et donc vainqueur du Tour de Sarja en ayant remporté le contre-la-montre de cette épreuve et en ayant fini 5e de l'étape de Corfacan Al-Shoub Mountain. Voilà. Donc un coureur qu'on verra chez Alpecin. Donc voilà, ça va peut-être gonfler un petit peu les rangs du côté des grimpeurs de la Alpecin, rejoindre notamment Luca Vergalito qui se sentait peut-être un petit peu seul. Fausto Masnada lui rejoint la Astana, là aussi recrue qui devra se relancer, contrat seulement d'1 an. C'est vrai qu'il avait commencé très fort chez Soudal Quick-Step et il arrivait d'Androni Giocattoli, qui était en difficulté financière en 2020. Donc il avait rejoint l'équipe Soudal Quick-Step en août, juste après la période Covid. Des résultats au début, et puis au fur et à mesure des années, il a été de plus en plus discret et de moins en moins de résultats aussi. Donc j'espère qu'il va se relancer dans cette équipe pour le coureur italien qui va rejoindre Fortunato par exemple. Il y a un beau contingent italien même chez Astana pour l'année prochaine. Ça nous rappelle l'époque notamment de Vincenzo Nibali. Matej Paskens, lui rejoint la Bahreïn. Il était du côté de la Lotto, 2 ans de contrat pour le coureur néerlandais qui jusqu'à maintenant en termes de résultats doit se contenter d'une victoire en général. Sur les Kreisvres Elite, c'est vrai que chez les professionnels, pour le moment, il avait passé plusieurs années chez Bingoal Bruxelles. Ça ne s'était pas... Enfin, il n'y avait pas eu forcément des grands résultats. Ça n'a pas été beaucoup mieux chez Lotto Destiny. Il avait fait 4e du Tour de Taïwan, 7e du Tour de Grande-Bretagne en 2022. Mais en 2022, c'est... non, c'est l'année où ça va au bout. C'est 2023 où ça ne va pas au bout. C'est vrai que voilà, avec la mort de la reine, je ne sais plus quand la reine était morte. Donc il rejoint pour 2 ans la Bahreïn, qui a du mal quand même à attirer, à part Lenny Martinez, ils ont eu du mal quand même à attirer des grosses stars, cette formation. Peut-être parce qu'elle fait un peu peur au niveau de page et au niveau réputation, mais peut-être aussi que cette formation a quand même du mal à obtenir des résultats, et donc ça fait un petit peu peur à certains coureurs en se disant c'est peut-être une équipe où on a du mal à faire son trou. Et puis Johan Pryce-Peterson qui rejoint la Alpecin. On remplace Craig Anderson par Johan Pryce-Peterson. Très bon rouleur, Pryce-Peterson. Donc c'est vrai que pour protéger des sprinters, pour faire le boulot un petit peu à la team de Clerc, ça peut être un coureur très intéressant. Et puis peut-être qu'il voulait aussi améliorer son niveau sur les classiques. Voilà, donc du côté de la Alpecin, c'est vrai que c'est intéressant pour le coureur danois. On poursuit avec quelques recrutements également du côté des jeunes coureurs. Alors vous avez Ramses De Bruyne et Simon Deher qui passent de la réserve à l'équipe 1 de la Alpecin de Koninck. C'est pareil pour Roman
Hermanov et Oliver Stockwell du côté de la Bahreïn qui était dans l'équipe réserve et qui passe dans l'équipe 1. Roman Ermakov, vainqueur du Grand Prix Crange cette année. Il a remporté également la Ruota d'Oro Grand Prix Festa del Perdono, une épreuve espoir italienne au mois de septembre, 3e du classement de la montagne, du Tour d'Alsace également. Sur le Baby Giro, par contre, ça avait été plus compliqué pour le jeune coureur qui vient de Viborg. Né en Russie à Viborg, donc on va voir comment ça va se passer. Contrat de 2 ans, il était passé dans une équipe italienne, la Cycling Team Friuli ASD, donc qui était l'ancienne réserve, on va dire, c'était l'ancien nom de la réserve de la Bahreïn Victorious. Il a 20 ans. On poursuit avec Afonso Laldio, portugais, et coureur qui va rejoindre également cette équipe Bahreïn Victorious. On a l'impression que Bahreïn Victorious, ils font tout pour qu'on pense qu'il y a du dopage dans l'équipe, parce que c'est vrai que recruter un coureur portugais qui a passé toute sa carrière dans des formations portugaises, c'est couillu. Vainqueur d'une étape sur le Grand Premio Jornal des Notícias, c'est au Portugal. Sur le Tour du Portugal, il a pris la 10e place. Deuxième également du Trofeo Joaquim Agostinho. Donc voilà, beaucoup de résultats en Portugal, en Espagne. De toute façon, il est rarement sorti de ces régions-là. 5e également du Tour des Asturies du côté de sa saison 2024. Donc pas mal de résultats sur des courses importantes du calendrier portugais et espagnol. Donc on va voir que ça va donner pour ce grimpeur du côté de la Bahreïn. On poursuit avec Alex Baudin qui a enfin trouvé terre de refuge du côté de la EF. C'était une rumeur qu'on voyait de plus en plus insistante pour Alex Baudin. Alors certains étaient surpris parce que EF fait partie du MPCC, mais ça se saurait si le MPCC avait beaucoup de possibilité d'emmerder les équipes. C'est-à-dire que le MPCC, c'est sympatoche, mais c'est pas ça qui va faire évoluer le dopage. Pas la lutte pour le dopage. J'ai l'impression que le MPCC, ça fait depuis 15 ans qu'elle existe. J'ai l'impression qu'à part les équipes qui disent on fait partie du MPCC, ça sert pas à grand chose. Donc voilà, coureur qui aura donc 2 ans de contrat chez EF dans cette formation. Parce que je rappelle que Decathlon faisait déjà partie du MPCC aussi. On voit que ça a permis d'éviter le dopage d'Alex Baudin et de Franck Bonamour. Wally. Et puis David Decker. Lui aussi un petit peu une énigme, David Decker, parce qu'à part une 2e place sur une étape du Giro du côté d'Arkea, c'est vrai qu'il a été très discret. Ça fait depuis 3 ans qu'il est discret, 2 ans chez Arkea, une année également chez Visma. Pourtant c'était un coureur qui était très très prometteur comme sprinter. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, notamment sur l'UAE Tour, une année où il avait été très bon. Ça devait être 2021 sur l'UAE Tour 2020, je ne sais plus. Et puis depuis, il a quand même bien disparu, David Decker, donc il rejoint Euskaltel, contrat d'1 an. Sprint Euskaltel, ça va pas être facile. Il rejoint Aberasturi, par exemple, donc il lancera peut-être les sprints d'Aberasturi, mais c'est vrai que Euskaltel Euskadi n'a jamais eu une tradition véritablement du sprint. De toute façon, les équipes espagnoles de 2e division, à part Quint Ferma désormais avec Pau Mical, mais sinon ça a souvent été compliqué. La Jayco Alula qui perd 2 coureurs. Lucas Hamilton, le grimpeur équipier, qui rejoint Ineos. C'est un bon équipier, Lucas Hamilton, mais c'est un équipier. Voilà, c'est pas un coureur qui te fera gagner des courses avec son talent individuel, mais il peut t'aider. Et puis Yann Mas qui rejoint la Cofidis. Je sens Laurent Jalabert, s'il est sur Paris-Nice, faire des mauvaises blagues avec en rouge et noir. Yann Mas donc qui rejoint cette formation pour le moment chez Jayco Alula. Il n'y avait pas forcément eu de grands résultats pourtant chez les jeunes. 3e du Tour de la Mirabelle, 4e de l'Istriang Spring Trophy, 6e du Tour du Doubs également. À l'époque, il était chez Léopard, 10e du Saskatour, 5e de l'Obsterreich Rundfahrt, ou encore 6e du Giro de la Regione. Mais chez Jayco Alula, ça s'est pas super bien passé. Voilà, donc il n'y a pas eu forcément les résultats en adéquation avec ses attentes, surtout cette année,
où il a été extrêmement discret. Donc il va tenter de se relancer chez Cofidis, contrat d'1 an. Ça veut dire que je pense Goujard ne reste pas. Hein. Parce que si il a un contrat d'1 an, oui, ils sont à 30 coureurs. Hein. Donc Goujard ne restera pas dans l'équipe, comme Kenny Elissonde. Hein. On est sûr désormais, il n'y aura pas de prolongation pour ces deux coureurs-là. Bon, c'est dommage pour Alexis Goujard, mais il n'a pas montré suffisamment de choses dans cette formation. Pour l'instant, il n'a pas de contrat pour l'année prochaine. Beaucoup d'échappées, mais c'est vrai que c'est un profil Alexis Goujard de coureur qui, il y a 20 ans, était recherché par les équipes françaises, il y a 25 ans, était recherché par les équipes françaises parce qu'on pouvait contrer les plans des équipes de sprinters sur les étapes de plat dans les grands tours. Bon, avec l'oreillette, aujourd'hui, c'est impossible de contrer quasiment les plans des sprinters sur une étape complètement plate, et c'est quand même pas le coureur qui passe le mieux les bosses. Alexis Goujard. Et puis Maëva Scriban qui rejoint la UAE, l'équipe d'Elisa Longo Borghini pour 2 ans. Gros recrutement de la UAE Maëva Scriban, c'est un peu la révélation française de la saison chez les filles parce qu'elle a obtenu pas mal de résultats, notamment 5e du Tour cycliste féminin de l'Ardèche. Elle a pris une 2e place sur l'étape du Grand Bornand sur le Tour de France avec Zwift, 5e des championnats de France sur route, 4e du contre-la-montre, vainqueur du classement de la montagne du Tour de Normandie qui n'aura pas lieu, qui n'aura plus lieu certainement, et puis 4e du contre-la-montre du Tour d'Extrémadure. Voilà, parmi les résultats, 6e du Trofeo Palma, 7e de la Vuelta CB Feminas, donc pas mal de bons résultats pour cette concurrente qui rejoint la UAE en World Tour. On espère que la marche ne sera pas trop haute pour Maëva Scriban, 22 ans seulement, c'est cette génération française qui est en ce moment dans la catégorie espoir, qui est extrêmement forte et très talentueuse. On poursuit aussi avec Paul Ourselin, parce que je ne vous avais pas descendu. Paul Ourselin qui rejoint la Cofidis, également contrat de 1 an. Il a dit que sa fin de contrat avec Total a été très compliquée. Il disait qu'il a été, il a été bloqué dans un loft, un peu comme les footballeurs, c'est-à-dire que on lui proposait plus de courses qui correspondaient à ses qualités, et on lui proposait quasiment plus de jours de course à Paul Ourselin. Donc ça a été, disait, très difficile à gérer. C'est pas la première fois que Jean-René Bernaudot fait ça, donc on est un petit peu habitué. Quand c'est Jean-René Bernaudot qui le fait, il a souvent tendance à blacklister les coureurs qui ne veulent pas renouveler les contrats, ou quand tu les as un petit peu dans le pif. C'est le problème du management de cette formation. On poursuit avec Cédrine Carbaol qui quitte la Ceratizit pour aller chez EF. Alors en fait, elle a fait jouer une clause dans son contrat qui lui permettait de quitter l'équipe. Je crois que c'est une équipe britannique, Ceratizit, qui est en World Tour, mais qui était en World Tour en 2024, mais qui n'a pas fait les papiers, on va dire, dans les temps. Donc pour l'instant, elle n'est pas inscrite en World Tour. Elle ne sait pas si elle va rester en World Tour ou si elle ne sera pas en 2e division. Alors elle rejoint l'équipe EF qui, elle, sera en 2e division. Cédrine Carbaol, qui rejoint aussi Faulkner dans cette formation, parce que EF, il y a du talent chez EF, mais même si c'est une équipe de 2e division. Et du côté de la Ceratizit, on a dit qu'on n'était pas déçus, on était déçus des départs de Cédrine Carbaol, mais on est plutôt triste que déçus. Elle a dit, elle a joué sa clause de contrat, elle avait le droit de le faire, mais qu'elle avait apporté beaucoup à l'équipe, notamment une victoire d'étape sur le Tour de France et pas mal de bons résultats sur les grands tours également cette saison. Et puis on termine avec 3 coureurs. Badis Michels, lui aussi qui rejoint la EF, le 3e des derniers championnats d'Europe avec l'Estonie, qui quitte Intermarché. C'était là aussi un petit peu prévu pour aller chez EF. Donc EF a réussi à reprendre 2 contrats. Gaviria qui prolonge, ça c'est une bonne nouvelle pour le Colombien, parce que je voyais assez mal d'autres équipes le recruter. Et puis le contrat de 2 ans pour Alan Atherley, le Sud-Africain, champion du monde de VTT cette année, qui décide de faire un petit peu comme Tom Pidcock. Il fera à la fois de la route, à la fois du VTT. On va voir ce que ça va donner, parce que Koretsky, par exemple, n'a jamais réussi sur la route.
Voilà, il a passé 3 ans sur la route, ça n'avait pas vraiment marché, donc on va voir ce que ça va donner pour un coureur de 28 ans. Après, on a le cas Jean-Christophe Perrault, hein, qui a réussi à finir deuxième d'un Tour de France, ou Cadel Evans, qui avait commencé par le VTT, mais c'est pas si facile que ça, hein, de passer du VTT à la route, parce que ce ne sont pas les mêmes longueurs d'effort. C'est ce que disait très bien Pauline Ferrand-Prévot, par exemple, au dernier championnat du monde. Une course de VTT, bah, c'est 2 heures. Une course sur route, c'est rarement 2 heures, donc c'est plutôt beaucoup plus. Donc c'est vrai qu'il faut s'habituer à ça, s'habituer à reprendre du kilométrage. Et c'est pas toujours évident. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!